Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines, amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, Nat, 32 ans, raconte à quel point une infidélité de son mari et père de son enfant a bousculé son quotidien ainsi que sa capacité de confiance et de pardon. Bonjour, je m'appelle Nat, j'ai 32 ans, j'habite en Seine-et-Marne. Alors je vais vous raconter mon histoire. Donc j'ai rencontré mon conjoint il y a 12 ans. Donc les 3 premières années, tout allait bien jusqu'au jour où il m'a trompée avec une femme. Donc je l'ai quitté immédiatement dès que je l'ai appris directement. Puis 3 ans après, nos chemins se sont recroisés. À ce moment-là, on s'était dit pourquoi pas repartir de zéro, remettre les compteurs à zéro, avancer de nouveau ensemble, mais cette fois pour de bon. 1 an après, il m'a dit vouloir un enfant, donc on a eu un enfant et en même temps on a décidé d'acheter une maison. Quelques mois après, je tombe sur un texto d'un certain Thomas, et là en réalité c'était une femme avec qui il échangeait. Donc dès que je suis tombée sur ces textos, déception totale. Donc ce que j'ai fait, je n'en ai pas parlé tout de suite, mais j'ai contacté cette femme-là. Je lui avais demandé qu'elle me précise voilà ce qui se passait un petit peu entre eux. Et lorsque je l'ai dit à mon conjoint le niait. Puis du coup, comme toute femme, j'ai commencé à aller chercher un petit peu les réponses, donc à fouiller un peu. Effectivement, je suis tombée sur des factures de téléphone infinies, des hors forfaits infinis, des textos à n'en plus pouvoir. Et du coup, à la suite de ça, de toutes ces preuves, je lui ai demandé de mettre un terme avec cette demoiselle. Elle me disait oui, mais je voyais très bien qu'il n'y avait aucune sincérité. Donc ce que j'ai fait, j'ai convié toute sa famille à venir un soir à la maison, puis je leur ai expliqué la situation. Donc là, très gênée, du coup sa famille lui a sommé d'arrêter toute relation avec cette personne-là. Moi je lui avais demandé de partir et effectivement je voulais avoir le soutien de sa famille, que j'ai eu d'ailleurs, mais lui ne souhaitait pas partir, il ne souhaitait pas de faire de break avec moi. Malheureusement, suite à cette seconde tromperie, du coup, forcément, je ne lui faisais plus confiance. Et je me suis complètement enfermée sur moi-même, malheureusement. Donc, j'ai eu une phase où je voulais plus le voir, je voulais plus entendre parler de lui. Ensuite, une phase où je me disais, c'est quand même injuste pour mon enfant, il a besoin d'un père. Puis je suis passée par une phase où je pétais des câbles régulièrement, où c'était des crises à la maison avec mon conjoint, où je lui en mettais plein la gueule. Et malheureusement, je n'arrive toujours pas à passer la phase d'acceptation parce que je n'accepte pas du tout cette situation-là. Je n'accepte pas que mon conjoint nous a imposé cette situation-là, donc j'accepte toujours pas. Je ne lui fais pas confiance, mais pas du tout. Never trust a man. Je lui fais pas confiance, j'ai plus envie de lui faire confiance. Moi, j'attends beaucoup de lui, j'attends qu'il communique davantage avec moi. Je veux pas qu'il me parle d'amour, j'ai l'impression que c'est faux. Pour moi, quand on aime une personne, on se donne à fond pour que cette personne soit bien, soit heureuse. Et pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai vécu ces 3 dernières années, mais ça a été juste un enfer. Et là, ça va un peu mieux, donc c'est pour ça que je réussis à en parler. Mais en tout cas, qu'auriez-vous fait dans ce genre de situation ? Je suis à votre écoute. Merci. Au revoir. Chère Nat, je comprends votre colère face à l'injustice de l'infidélité. Si je ne me conforme aujourd'hui plus à ce type de couple, j'ai aussi déjà eu le sentiment d'avoir été trompée. Je me souviens comme mon monde s'est écroulé en quelques secondes. Comme ce que je croyais être la vérité s'est effondré. Je me croyais dans un cocon, et puis quelques minutes après, je découvrais que j'avais eu tort. Pour moi, c'est le dialogue qui a sauvé la situation. J'ai eu besoin de temps pour pardonner, pour reconstruire mon ego blessé, et puis j'ai demandé après une sincérité totale en condition sine qua non à notre couple.
Parce que je suis quelqu'un qui est prêt à encaisser beaucoup, à condition qu'on le respecte. Dans l'infidélité, il est surtout question de narcissisme. Celui ou celle qui trompe a parfois besoin d'être rassuré sur sa capacité de séduction. Et celui ou celle qui subit l'infidélité voit surtout son ego être blessé. Cela peut marquer la fin du couple, comme le commencement d'une autre phase dans l'histoire. Je comprends votre volonté de préserver les enfants, mais la cohabitation ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. Et comme je l'ai dit maintes fois dans cette chronique, et je vais continuer à le répéter, vous méritez d'être respecté. Vous méritez de vous sentir en confiance, de vous sentir aimé et désiré. Un couple où il n'y a plus tout ça n'a aucun sens. C'est du coparenting, c'est de la colocation, et c'est surtout le meilleur moyen pour vivre dans la frustration et la colère. Vous lui demandez de dialoguer, mais prenez le temps de dialoguer tous les deux. Exprimez vos désirs sincères pour la suite de votre histoire. Vous voyez continuer comme ça longtemps ? Il est normal qu'il s'excuse de ne pas avoir respecté le contrat passé entre vous, de monogamie et de fidélité. Mais pas que vous et lui, vous torturiez sur cette erreur pendant des années. Vous méritez mieux, tout simplement. Pour parler du couple et de l'infidélité, j'ai rencontré la docteure Sama Ben Awaya, psychiatre et psychothérapeute à Paris. Elle évoque la façon dont la confiance peut se reconstruire dans le couple. Ça doit partir d'un dialogue. Quand la confiance a été brisée une fois, il faut pouvoir avoir assez d'ouverture d'esprit et d'amour dans la relation pour se dire que ça vaut le coup de s'interroger sur pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, et s'interroger sur comment on peut réparer ça. Mais je pense que s'il y a de l'amour, s'il y a de la tendresse, du respect pour la relation, et qu'il y a une envie des deux côtés dans le couple de reconstruire, il est tout à fait possible, oui, de regagner la confiance et de créer comme un nouveau départ dans l'histoire, en fait. On ne continue pas l'histoire d'avant, puisque visiblement, elle n'allait pas assez bien pour les deux protagonistes du couple, et du coup, on repart, c'est-à-dire qu'on réécrit une nouvelle histoire à partir de cette blessure qui finalement peut ne pas être la fin, mais comme une façon de réécrire un peu les règles du couple et ce qu'on attend de cette relation-là. Et se réinterroger sur la façon dont on fonctionne à deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de la relation, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, est-ce qu'on va bien, soi, parce qu'un couple c'est toujours trois entités en fait. C'est un membre du couple, l'autre membre du couple et le couple, c'est-à-dire ce qu'on crée entre nous deux. Et ça c'est vraiment important, ça fait partie des choses dont on sait aujourd'hui qu'elles aident deux personnes à pouvoir vivre une vie plutôt stable et joyeuse et heureuse. C'est l'idée que c'est pas le couple, c'est pas une espèce de sac où on est tous les deux très serrés et tout le temps ensemble, non. C'est aussi et surtout un espace de liberté. Et c'est un espace où on doit pouvoir exister tel qu'on a envie d'exister. Ce qui justifie et ce qui explique que quand on est en couple depuis longtemps avec une personne, il ne faut pas oublier que l'on a à se réinventer, c'est-à-dire à suivre son évolution personnelle. Quand on a 20 ans, on n'est pas la même personne qu'à 30 ans, ni à 40 ans, ni à 50 ans. On évolue chacun de notre côté. Et quand on est en couple, il y a ce nouveau défi de pouvoir grandir ensemble, évoluer ensemble, et régulièrement vérifier que toi tu as changé, moi j'ai changé, où est-ce qu'on en est tous les deux ? Est-ce que notre contrat de couple nous convient toujours ? Est-ce qu'il y aurait pas des petits ajustements ? Et souvent, quand il y a une infidélité, quand on a ou besoin d'aller voir ailleurs, ou qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, parce que évidemment que ça peut arriver, et quand on cède à cette envie-là et qu'on va voir ailleurs, c'est que quelque chose dans le couple ne va plus, ne nous convient plus, n'est plus adapté. Et c'est pour ça que je trouve que ces moments-là d'infidélité sont souvent des moments assez forts, qui peuvent être assez intéressants finalement, parce que c'est des temps où on va s'interroger sur mais est-ce qu'on se serait pas un peu perdu de vue, en fait ? Elle explique aussi combien la thérapie de couple est trop peu ou mal utilisée en France, et que parfois une lecture peut transformer le regard qu'on porte sur la relation. En France, la thérapie de couple, c'est vraiment vu comme un peu la thérapie de la dernière chance. Et malheureusement, je vois des couples venir vers la thérapie de couple quand déjà ils ne s'aiment plus. Quand déjà le couple est très abîmé, que la relation a été très abîmée, qu'il n'y a plus vraiment de respect ni de tendresse. C'est assez triste. Alors que par exemple dans les pays anglo-saxons, on va vers la thérapie de couple un peu plus facilement, même en tout début de relation. C'est-à-dire que
on se dit tiens, sur tel sujet, on n'arrive pas trop à communiquer, on a un peu de mal, on aurait besoin d'un petit coup de pouce. Et du coup, c'est vraiment ça l'idée de la thérapie de couple, c'est vraiment de pouvoir assez rapidement, finalement, des fois il suffit de quelques séances, pour remettre un peu d'huile dans les rouages en quelque sorte. C'est vraiment ça, le thérapeute de couple va pas transformer la relation, mais il va aider deux personnes à pouvoir mieux se parler, à pouvoir mieux se comprendre, parce que des fois il y a besoin d'un petit regard extérieur pour aider. Et l'aider, c'est vraiment tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la tendresse, c'est une véritable volonté des deux côtés de réparer la relation, il y a toujours de l'espoir. Donc moi j'aurais tendance à dire, ça peut être vraiment utile de voir un thérapeute de couple. Après, moi je conseille souvent pour les personnes qui sont quand même, qui ont un peu peur, qui n'ont pas trop envie, de s'orienter vers du matériel, je dirais un peu pédagogique, qui explique un petit peu. Par exemple, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Fanger, qui a écrit un livre qui s'appelle Oser la vie à deux, qui est un bouquin absolument formidable, qui explique un peu le couple, qu'est-ce qu'on sait autour du couple, qu'est-ce qu'il y a de deux personnes à être bien ensemble. Il parle de plusieurs couples que lui a suivis en thérapie. C'est très accessible et la plupart des personnes à qui je le conseille aiment vraiment beaucoup ce livre parce qu'il éclaircit beaucoup de choses autour du dialogue, de ce concept de 1 + 1 = 3, de retrouver sa propre voix dans le couple, l'affirmation de soi. C'est vraiment un livre formidable pour ça. J'aime bien aussi conseiller des vidéos d'Esther Perel, qui est une sexologue et thérapeute de couple belge, mais qui travaille maintenant aux États-Unis, donc qui fait ses interventions en anglais, mais assez compréhensible quand on n'est pas bon en anglais, et qui a écrit des livres qui sont traduits en français, où elle a une conférence TED notamment sur la question de l'infidélité qui est passionnante. Et pareil, elle a un propos qui est, je trouve, très accessible. J'aime bien conseiller ses vidéos parce que ça permet d'avoir une première idée de quand on est un peu coincé, qu'on se sent un peu désespéré, ça aide un peu à avoir quelques idées de qu'est-ce qu'on peut bien faire dans cette situation. Parfois, malheureusement, c'est trop difficile. On n'a pas les ingrédients de base pour réussir à se relancer dans une histoire. Et c'est vrai qu'en tant que thérapeute de couple, on a aussi ce rôle-là d'aider des personnes aussi à se séparer. Parce que on peut pas forcément vivre une belle histoire d'amour avec n'importe qui. Et on peut pas non plus reconstruire une histoire après un événement qui a été très douloureux. Donc oui, je pense qu'il y a de l'espoir. Et dans certaines situations, malheureusement, il n'y en a plus vraiment, mais l'idée c'est de pouvoir un peu finir cette histoire-là d'une manière qui permette de pouvoir malgré tout se réparer un peu pour soi et pour pouvoir se préparer à accueillir de nouveau l'amour dans sa vie. Parce que ça c'est quand même un risque quand on se sépare et quand on vit une rupture très douloureuse, c'est de se refermer complètement et de plus laisser de la place à pouvoir aimer ou à l'espoir de pouvoir être aimé correctement à nouveau. Nous avons discuté ensemble du capital de confiance que nous construisons toutes et toutes dès l'enfance. Et dans ces mots, j'ai trouvé beaucoup d'espoir pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir appris assez tôt le sentiment d'être aimé, mais qui peuvent tout à fait l'apprendre plus tard. J'ai noté d'elle cette citation. Le corps humain est fait pour cicatriser, le psychisme aussi. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Happy Few d'Anthony Cordier, sorti le 15 septembre 2010 en France. Il y est question d'adultes qui s'aiment, se désirent, se jalousent aussi. Il y est surtout question de dialogue, de partage et de règles, respectées ou pas. C'est délicat et doux, inspirant aussi. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.